J'ai aussi pas mal travaillé sur les questions de création artistique. Ça remonte à l'expérience de l'académie et même peut-être à la petite enfance, en me demandant effectivement qu'est-ce qu'il en est. Et en l'occurrence, ce retour aux questions de création artistique est passé à la fois par mon intérêt pour les objets d'art premier, en étant bien consciente que ces objets n'étaient pas des objets d'art au sens propre, que même bien souvent, là où on les créait, où on les confectionnait, je ne sais pas comment je dois dire créer ne convient pas non plus, parce que dans beaucoup d'endroits, on n'admet pas qu'on crée, on continue, mais on n'est certainement pas un inventeur, en admettant donc que ces objets étaient problématiques dès lors qu'on les muséifiait. On n'était pas très loin à cette époque du musée du Quai Branly qui se profilait. En tout cas, on était dans la querelle du Louvre, puisque je sais qu'on conteste souvent au musée du Quai Branly le fait qu'il ait adopté une posture trop esthétisante et pas assez scientifique dans la monstration des objets. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'exister, les personnes qui ont maintenant eu en main le destin du musée du Quai Branly avaient tout fait pour intégrer ces objets au Louvre, en essuyant une résistance à toute épreuve de la part des conservateurs du Louvre. On ne voulait pas de ces objets au Louvre. C'était très clair. C'était pas de l'art. Tout ce qui avait pu être notre ancestralité, les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs, tout ce qu'on veut, ça on pouvait. Mais tout ce qui venait d'ailleurs, non. C'était un niet formel et définitif. En dépit d'interventions comme celle de Mitterrand, comme celle de Claude Lévi-Strauss, qui est intervenu aussi, jamais on n'a pu envisager de mettre ces objets au Louvre. Donc, quand le Quai Branly se constitue, il se constitue aussi à côté du Louvre, et avec la volonté de faire la preuve que ces façonnages, ces artefacts valent bien ceux que le Louvre montre dans leur registre. D'ailleurs, avant que le Quai Branly n'ouvre, il y a eu une espèce de tour de passe-passe que vous connaissez peut-être. Il y a eu une pré-exposition au pavillon des Lions, au Louvre, où le Quai Branly avait sorti des pièces, enfin, le futur Quai Branly avait sorti des pièces éblouissantes d'art premier. Et puis, quand le Quai Branly existait, le Louvre a dit « Ah ben, on va vous les rapatrier, parce que des pièces pareilles, on ne peut pas vous en priver et tout. » Puis le Quai Branly a dit « Non, non, ce n'est pas nécessaire, vous savez, on en a des masses, vous pouvez les conserver. » Et donc, à l'heure actuelle, au pavillon des Lions, il y a toujours de l'art premier. Mais j'ai fait l'expérience de poser la question au tourniquet de la pyramide, en disant oh, je voudrais voir les objets d'art premier qui sont. Alors on m'a dit tout ça, ils ne sont pas ici, ils sont au musée du Quai Branly, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors je lui ai dit mais je vous prie de m'excuser, mais je suis presque certaine qu'au pavillon des Lions il y a des objets d'art premier. Alors perplexité du préposé, puis il me dit ben oui quelque part là dans le jardin. Enfin c'était hallucinant comme réponse et ça prouve que du conservateur au préposé aux visites, tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas des objets d'art. Donc que le Quai Branly opte pour une position esthétique, ça me paraît tout à fait défendable dans le contexte où on se trouvait. Donc, c'est cette période-là par laquelle je reviens vers les créations. Et j'y reviens aussi par le biais du féminisme. De manière assez étonnante, on me sollicite à l'époque pour me demander un article sur le féminisme avec lequel je n'avais pas de lien direct. Enfin, ça n'avait jamais été mon objet de recherche particulier. Et en même temps, je n'étais pas d'accord avec tout ce qui se disait, mais j'étais d'accord avec une bonne partie. C'était compliqué. Et donc, je me suis dit, comme toujours, je crois, en ethno et en anthropo, ben, si j'allais voir le féminisme ailleurs, ce serait peut-être une manière d'en faire et de le décaper en même temps. Et donc, je me suis tournée vers les aborigènes d'Australie, vers un certain nombre de groupes d'aborigènes d'Australie,
en me référant notamment aux travaux de Barbara Glosowski, que j'avais contacté à l'époque et qui était prête à me faire venir en Australie tout de suite. Enfin, c'était bon. Et elle avait aussi des doctorants sur le terrain, donc je pouvais avoir des contacts. Et donc, j'ai fait cet article, ce petit papier, Femmes qui rêvent avec les doigts, parce que précisément ce qui me paraissait intéressant, c'était le contact, le tactile, dans un art qui n'était pas encore stabilisé comme une peinture. Vous savez que c'est très intéressant, l'art des aborigènes, finalement, on le voit se déplacer de supports immatériels ou humains ou terrestres vers des supports plus classiques, de choses qu'on peut suspendre, c'est-à-dire qui répondent mieux à notre définition du tableau. Mais on peut observer tout ce cheminement. On se rend compte qu'il passe par les animateurs des outstations où les aborigènes étaient tenus enfermés et où ils dépérissaient. On interdisait les rituels nomades, on leur interdisait tout. Donc ils se laissaient littéralement mourir. Et les administrateurs de ces outstations ont eu un jour l'idée de suggérer aux hommes, parce qu'eux-mêmes étaient des hommes, donc ils ne connaissaient que la peinture des hommes, ils ont eu l'idée de suggérer aux hommes de peindre des fresques sur l'école, puisque les anciens se plaignaient de ce que les jeunes n'allaient plus avoir aucun contact avec leur culture, qu'ils apprenaient une culture de blanc, quoi. Donc c'était inintéressant pour eux. Donc les fonctionnaires les ont pris au mot et leur ont dit, mais vous pouvez, si vous peignez les murs de l'école, les enfants vont poser des questions, vous pourriez ainsi les remettre en contact avec leur culture. Et ça n'a pas été une acceptation immédiate. Ça a fait l'objet d'une longue négociation. Est-ce qu'on pouvait montrer ces peintures? C'était quand même des peintures rituelles, des peintures avec une agence puissante. Et on ne pouvait pas les mettre sous les yeux de tout le monde. Ça ne pouvait pas nécessairement durer. C'était des peintures éphémères, un peu comme la peinture sur sable Navarro. Et puis finalement, ils sont décidés. Il y a un groupe qui s'est décidé et qui a peint l'école. Et ça a été une splendeur absolue aux yeux des administrateurs. Et dès lors, ils les ont fournis en toile, en vieux supports de contreplaqué. Et ils leur ont amené des peintures acryliques pour qu'ils ne travaillent plus seulement avec des pigments naturels. Et tout ça a été très bien accepté. C'est ça qui est assez hallucinant. On voit la transition se faire, mais la peinture reste une action collective où il y a bien sûr un meneur de graphisme, mais tout le monde participe en même temps et ça pose pas problème. Et quand ça fait bénéfice, et Dieu sait si ça aurait pu en faire de très gros, on partage, ça revient à la communauté. Il n'y a pas au début d'auteurs. Maintenant, il y a des auteurs. Donc on voit vraiment bouger le processus en une cinquantaine d'années, 50-60 ans, c'est tout à fait fascinant. Et donc ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était la question de la peinture des femmes. Parce que la société aborigène du désert était extrêmement clivée, avec activité rituelle pour les femmes, activité rituelle pour les hommes. Et donc, en fait, quand est arrivée une administratrice, on s'est rendu compte que les femmes peignaient aussi. Mais jusque-là, les hommes s'étaient bien gardés de dire que les femmes avaient aussi des peintures. Les hommes étaient seuls à peindre. Et ils l'ont bien regretté d'ailleurs, parce que par la suite, les femmes ont paru beaucoup plus intéressantes pour les galeristes parce qu'elles étaient beaucoup plus constantes. Quand on leur commandait un tableau, elles s'y mettaient le matin, à telle heure, elles travaillaient très régulièrement et donc on pouvait avoir un résultat tout à fait impressionnant de manière assez rapide. Tandis que les hommes travaillaient un peu, puis s'ils avaient mieux à faire, ils s'en allaient, ou bien on faisait une petite palabre ou une petite chasse. Donc ils étaient beaucoup moins fiables que les femmes. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que chacune et chacun avait ses récits et ses rituels. Et donc, il y avait vraiment women business et man business, mais pas du tout dans un esprit d'opposition au départ, mais plutôt dans un esprit de complémentarité, ce qui me paraissait tout à fait intéressant dans les cultures aborigènes en général. Les groupes rituels ont besoin les uns des autres, non seulement entre hommes et femmes, mais entre ancestralités différentes. Et si on veut que le monde continue à tourner, il est essentiel que tous les éléments de l'ancestralité continuent à collaborer. Ils ne sont finalement, eux, humains, que des avatars des êtres du rêve. Et tout le vivant n'est qu'avatar des êtres du rêve. Ce qui fait que la chasse, par exemple, ne leur pose pas du tout
les mêmes problèmes qu'elles peuvent poser à des cultures animiques, ou quand même chasser, on chasse quelque chose qui est très près de soi, on chasse un mème, donc il faut le retirer de l'identité ou lui ôter son identité pour qu'il soit comestible, ou bien s'assurer qu'il est d'accord, ou bien dire que c'est un autre qui l'a chassé. Enfin, on voit que c'est un vrai problème. Pour les aborigènes, c'est pas un problème. Le lézard à langue bleue ou le kangourou, ben, il n'est qu'un avatar d'un être du rêve et on le chasse, mais son esprit enfant va retourner dans la source d'où il vient, il va se réincarner dans un autre. Pas de problème. Donc, on avait vraiment affaire à une situation assez différente. Et là, ce qui m'a intéressé précisément, c'était la façon dont l'expression que nous appelons artistique évoluait, puisque leur art passait aussi pour un art assez immobile, hein, comme ce qu'on disait des arts traditionnels en général. Ils reproduisent les mêmes motifs. Et puis, il apparaît que non, ils ne reproduisent pas toujours les mêmes motifs. Ils introduisent des motifs nouveaux, des variations chromatiques. Avec la peinture acrylique, ils ont introduit des tons qu'ils n'avaient jamais manipulés avant. Et ça ne pose pas vraiment problème. Mais ils refusent généralement d'admettre que les motifs que nous percevons comme nouveaux soient nouveaux. Au contraire, ils sont décrits comme remémorés. Donc ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qu'on avait oublié et dont on s'est souvenu. Et on se rend compte que dans la pratique collective, il y a aussi des échanges de rêves. C'est tout à fait intéressant. Si un individu a un rêve qui concerne un ancêtre qui n'est pas le sien, eh bien, il va prendre contact avec celui dont c'est l'ancêtre. Il va lui dire, tu sais, l'autre jour, j'ai rêvé, il y a quelque chose pour toi là que tu dois savoir. Et donc, le message va passer vers le groupe auquel il est effectivement destiné, même si, a priori, il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il y a des tas d'échanges, des tas de variabilités qui peuvent se produire auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, ça m'intéressait fort de voir comment les femmes s'étaient mises à peindre après les hommes, avec d'abord des conceptions extrêmement pragmatiques vis-à-vis du résultat. Les premières qui se mettent à peindre le font pour acheter un pick-up pour la communauté, pour pouvoir se déplacer plus facilement dans une activité rituelle, et puis tous les jours pour faire les courses, pour sortir du bush et aller chercher ce qu'il faut. Donc, on est à 100 lieues d'une expression artiste qui se monte le col. C'est absolument pas ça. Maintenant, ça a bougé depuis. Mais ce n'est pas inintéressant non plus la manière dont ça bouge, puisque le fait de réaliser, après cet article féministe, une exposition d'art contemporain océanien et plus spécialement australien ici à Liège puis à Paris, m'a mise en contact avec une doctorante de Barbara Glosewski, qui est Géraldine Leroux. Nous avons travaillé ensemble pour ces expos, pour faire venir des artistes aussi. Malheureusement, on n'a pas eu d'aborigènes des outstations. On a travaillé uniquement avec des artistes urbains. Mais là aussi, ce qui se passe est tout à fait intéressant, parce que les artistes urbains sont les victimes de la génération perdue, donc de tous ces aborigènes qui ont été déportés bien souvent à des milliers de kilomètres de leur communauté, qui n'ont plus pu parler leur langue, qui ont été blanchis. Ils entraient dans un processus de blanchiment. Les Européens s'étant dit, si on fait épouser déjà une aborigène métisse, par exemple, par un blanc un petit peu repris de justice, on ne va pas quand même la faire épouser par tout le monde, ben les enfants qu'ils auront, ils seront plus blancs. Et si on continue le processus, finalement, il n'y aura plus d'aborigènes. Donc leur but, c'était un génocide par les lois d'alliance. C'était assez affolant. Et donc il y a là toute une volée de jeunes qui ont perdu le contact avec leur communauté, qui ont été en pensionnat, qui ont été coupés de tout. Certains s'évadant, d'ailleurs, ça donne le très beau film Rabbit Proof Fence, qui est déjà la clôture à lapin, tout est lié. Clôture à lapin qui avait été construite par les Australiens, une clôture qui fait 3000 km, hein, c'est pas rien quand même, c'est énorme. Construite pour arrêter, dit-on, les lapins, arrêter leur expansion. Puis on a dit, bah, c'est la clôture à dingo, et puis elle est tellement curieusement située sur la carte qu'on se demande jusqu'à quel point c'était pas une clôture anti-aborigène, quoi.
anti-bouche pur jus. Là, c'est la sauvagerie. On ne veut pas avoir de contact avec ce qui se passe au-delà. Et donc là, cette clôture a servi à 3 jeunes filles à retrouver leur communauté. Et le cinéaste qui raconte leur histoire raconte aussi, les fait entendre. Il y en a encore 2 qui sont vivantes sur les 3. Et donc, il fait entendre ces 3 vieilles dames qui racontent leur périple. Elles ont donc elles sont échappées au pensionnat et puis elles ont suivi la clôture à lapin, mais en rusant, parce qu'elles avaient aux fesses un pisteur aborigène, engagé lui-même sous contrainte parce que ses enfants étaient dans le pensionnat et donc s'il ne voulait pas qu'il arrive du mal à ses enfants, il était bien obligé de pister. Le film, très habilement, montre ce pisteur qui est assez épaté par les ruses des petites filles. Il ne les trouve pas, et au début, pourtant, il essaie de les trouver honnêtement, et puis après, finalement, ça l'arrange bien de se faire rouler. Il est assez ravi de voir que ces gamines qui appartiennent pleinement à sa culture sont capables de se retrouver dans ces milliers de kilomètres de désert, avec l'aide quelquefois des animaux, parce qu'à un moment, elles fléchissent, elles s'évanouissent dans le désert, et ce qui va les tirer de leur évanouissement, c'est un aigle qui survole et qui est un des animaux totems d'une des 3. Et donc là, hop, on reprend de l'énergie et on reprend la route, et au bout, on retrouve papa, maman et la communauté. C'est assez extraordinaire. Donc, ces aborigènes des outstations, j'ai pas pu en faire venir. Ils n'aiment pas, un peu comme les Mongols, ils aiment bien rester sur leur terre. S'éloigner de leur terre, ça leur semble une menace en général. Mais les aborigènes, les métis aborigènes et les gens qui avaient subi la période des pensionnats et qui font de l'art en ville, eux acceptent de se déplacer. Et donc on avait un collectif d'artistes bizarrement hétérogènes, des blancs pur jus, des blancheux même, un boat people vietnamien, des métis aborigènes. On avait un peu de tout. Et on avait 5 ou 6 qui étaient venus. Et alors, ce qui m'a paru complètement fascinant, au départ, moi, avec sans doute mes a priori ethno-anthropos, j'étais surtout fascinée par l'art des outstations, l'art contemporain, la vidéo. J'avais quelques réserves, quoi. Je me disais, oulala, c'était un peu trop blanc à mon goût. Mais en réalité, c'est un art totalement engagé dans une lutte historique. Il témoigne pour ceux qui l'ont vécu, et ils se positionnent même de manière très dure vis-à-vis des peintres aborigènes qui poursuivent la dot painting, la peinture à point, ou la X-ray painting de la péninsule du Nord, en disant cet art aborigène-là, c'est une chose blanche. Donc ils dénoncent l'appropriation par le marché de l'art, par les galeries, et forcément le silence sur la trajectoire historique. Ces arts-là reproduisent des rêves ou les aménagent, mais ils ne sont pas du tout dans le vécu qui a été le leur. Et eux, au contraire, revendiquent le statut d'artiste pleinement en disant pas pourquoi les Blancs seraient des artistes et nous, on ne serait pas des artistes, et produisent un art extrêmement engagé. Par exemple, parmi ceux qui sont venus, sachant qu'ils venaient en Belgique, un d'entre eux avait détourné Tintin au Congo pour en faire Tintin en Australie, et un tableau engagé dans ce sens, quoi. Donc, eux témoignent vraiment du vécu très dur de cette génération-là. Et c'est tout à fait intéressant, je trouve, vraiment, avec des personnes qui redécouvrent des photos ethnographiques. Et dans ces photos ethnographiques, des photos de membres de leur famille. Mais c'est la photo ethnographique du pire moment de la photographie anthropologique. Donc c'est face, profil, ça ressemble fort à de la photo criminologique. Hein. Et les personnes photographiées sont contraintes à la photo et tout à fait réticentes. Donc je serais tentée de dire absentes de leur photographie. Et donc cet artiste reprend ces photos et en fait des portraits dessinés. Mais il rend au regard
toute sa puissance, toute sa force, toute sa vie. Il leur rend leur dignité par la manière de traiter le portrait. Donc il part de la photo, il refait le portrait. Et ici, au Brasseur, où on avait monté l'exposition, on avait installé ses œuvres dans le grenier, donc tout en haut, sous un toit à poutres comme ça, très ancien. Et ça donnait une galerie de portraits qui se regardaient. Et passer entre ces portraits, c'était dur. En tant que blanc, on se disait, waouh, qu'est-ce qu'on a fait quand même? On a beau ne pas nécessairement suivre le sanglot de l'homme blanc, on ne peut pas l'ignorer quand on se trouve en face de ces portraits. Et il accompagne ces portraits de phrases. Par exemple, I'm not sorry. Ce qui était déjà très, très significatif. Ou avec en fait, misunderstanding. Bon, des commentaires qui sont à la fois laconiques et irréfutables. Ce qui m'intéressait pour eux, précisément, c'est le clivage entre non-art décidé et art décidé. Donc l'évolution entre les deux, ça me paraissait vraiment intéressant. Et généralement, le cours de pratique et culture de la création, je le commence par le cas aborigène, parce que ça permet de faire tout l'historique, de remettre les choses dans leur cadre et de montrer à quel point nos conceptions sont ethnocentrées. Ça ne veut rien dire. Art et création, art pour l'art. C'est une aberration totale. L'art, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Enfin, c'est tout ça qu'il faut absolument contester. Et ça me paraît vraiment important. Alors, évidemment, ce travail m'a aussi rapproché parallèlement avec le travail de Karl Havelange, dont j'ai déjà beaucoup parlé, cet historien qui est aussi photographe, qui a fait une histoire du regard, mais qui fait aussi de la photographie. Et il m'a donné l'occasion, en même temps que je travaillais sur l'Australie, de faire un livre un peu expérience. Je ne sais pas si je l'avais apporté ou pas, il faudrait que j'en donne un exemplaire. Ce livre est un livre de photographie. Il avait, lui, réalisé à Paris un parcours dans l'errance relative. Il aime bien se balader à Paris à pied. Et il a fait ce parcours avec un tout petit appareil qu'on appelait un clac. C'est vraiment un appareil simplissime qu'il avait acheté une misère sur une brocante parce qu'il était cassé. Et donc, il fallait faire l'obturation soi-même. Autrement dit, jamais de photos tout à fait nettes. Et il a fait ce parcours parisien avec cet appareil et ça a donné Paris by Clac. Et il m'a demandé de faire un texte pour son livre. Et moi, je lui disais, mais j'ai pas envie de faire un commentaire, j'ai pas envie. Mais il me dit, non, fais ce que tu veux, t'es dans l'Australie, pourquoi tu ne parles pas de l'Australie? Et donc, j'ai réalisé un texte qui est franchement un texte littéraire, alors là, et que j'ai appelé Walkabout, le concept australien. Hein, je m'en vais, je marche, j'erre, mais je sais globalement où je vais. Et donc, ce texte sur l'Australie, qui a fait croire à un certain nombre de lecteurs que j'étais familière du terrain australien, ce qui est complètement fou. Je le connaissais bien, mais par délégation. On le plaque sur les photos de Paris et ça colle étonnamment bien. Voilà.